Merci pour votre présence. Je commençais alors avec cette conférence qui s'intitule La nature comme allié thérapeutique, les bienfaits, les espaces verts sur la fibromyalgie. OK? Euh, donc, d'abord, c'est important de me localiser. Je suis. Qui c'est moi, c'est pourquoi je suis en train de parler ça. Quelqu'un, probablement, je, je crois que je connais toutes les gens qui sont ici maintenant, mais c'est sûr que pour les gens qui verront ça par la suite dans l'enregistrement, c'est important de me situer, surtout quand on parle de différentes choses associées à la santé et des sciences sociales. C'est important de toujours nous positionner, de partir, de montrer à partir de où on se positionne précisément pour être clair qu'il y a toujours de la subjectivité en arrière de notre parole, mais aussi de notre position en tant que professionnel, etc. Je suis chilien, j'étais élevé au nord du Chili, dans les déserts d'Atacama, avec beaucoup de présence précisément du désert, de la mer, donc beaucoup de nature euh, qui là-bas ont toujours essayé de, de participer, de faire des activités outdoor. Donc, dans l'université, j'ai fait beaucoup d'activités dehors, des montagnes, etc. Donc, j'étais toujours l'intérêt par la nature, mais aussi pour la nature humaine. Donc, c'est pour ça que j'ai fait à la fois, j'étais intéressé avec la nature, euh, les espaces naturels, l'environnement, mais aussi à la nature humaine. Donc, j'ai fait un baccalauréat en psychologie avec une spécialisation en santé. Et après, à propos de mon intérêt de l'environnement, je suis allé voir comment je pourrais étant donné que psychologue au Chili, de m'impliquer davantage dans le travail de reconnexion avec la nature et si ça fait du sens que ce travail de reconnexion pourrait avoir un impact dans la santé des gens, tant psychologique comme au physique. Donc, j'ai fait ma maîtrise en développement durable avec une spécialisation en éducation et gestion environnementale au Brésil. Et après, bon, je suis là au Québec et au Canada pour faire des études doctorales qui, pour le moment, ils sont toujours en cours. Donc, et c'est précisément en étude que cherchait la recherche et la interrelation entre la santé et la société. Donc, à partir de là, c'est ma position précisément pour me donner les droits, mais aussi l'intérêt de parler de ce sujet. Bon, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler quelques éléments philosophiques, euh, quelques propositions théoriques à propos de précisément les bienfaits de la nature, la santé, etc. Qu'est-ce que dit aujourd'hui la recherche scientifique et quelques suggestions pratiques pour précisément mettre en place des actions concrètes pour nous bénéficier dans notre santé d'être exposés à la nature. C'est sûr que parler de la nature et retourner aux les bienfaits de la nature et la santé, c'est pas toujours facile. On doit revenir un peu en arrière. Donc, on comprend qu'on a eu d'abord, en certain temps, on a une séparation avec la nature qui a été donnée pour euh, la philosophie et la réflexion antérieure à la science moderne. Donc, par exemple, on parle de René Descartes et toute la philosophie liée à la séparation cartésienne, donc la séparation du monde, de l'environnement, de le monde naturel et le monde à l'intérieur de la personne, de l'homme, mais en même temps, dans les contextes de chercher toujours l'objectivisme, donc toutes les positivismes qui ont venu après. Et donc, pour comprendre meilleur la réalité, c'était en philosophie et en vision de le monde qui a marqué beaucoup, beaucoup notre développement sociétal, donc la séparation de la nature à l'extérieur et de la nature
de la personne, de l'homme. C'est qu'à partir de ça, c'est sûr qu'on dit différents développements compréhension, pas seulement de la nature, de l'environnement comme quelque chose qui est dehors, mais aussi de la même séparation à l'intérieur des gens, des hommes, ok, de l'être humain comme quelque chose séparé, la partie physique de la partie émotionnelle, de les pensées et la partie psychologique. Donc, cette séparation nous accompagne jusqu'à aujourd'hui et avec un fort impact, bien sûr, dans les côtés, par exemple, de la santé, toujours les, hum, les cadres théoriques biologiques, c'est les plus forts. On les voit surtout dans la médecine, dans les pharmaciens, donc avec la compréhension des traitements, des les maladies physiques, même émotionnelles ou psychologiques, à partir des médicaments, des choses qui viennent de l'extérieur pour nous traiter, pour traiter les organes et pas les systèmes. Donc, retourner à comprendre meilleure ambition, plus après de la complexité ça pourrait nous aider à mieux comprendre pourquoi penser à la nature ou être exposé à la nature peut être bénéficieux. Et c'est ce qu'il est vraiment décent de penser de cette façon et comment quelque chose qui est très vaste, mais pas vraiment clair, comme on sait parler de la nature pour avoir un bénéfice réel sur l'impact de la santé physique et émotionnelle à la fois. Donc, revenir à penser avec une vision, une subjectivité de la complexité, euh, c'est plus logique. Donc, il y a tout, en comprenant que la réalité, c'est chaotique et c'est ordonné à la fois, c'est en réalité irrégulière à la fois. Donc, il y a toute une dualité qui a été avant décortiquée pour Descartes, en fait donc qui était séparés, mais qu'aujourd'hui, de plus en plus, on voit que cette séparation, c'est vraiment une séparation artificielle et que dans la compréhension, dans la meilleure compréhension de certaines maladies, par exemple comme la fibromyalgie et des autres qui sont multifactorielles et qu'il y a toute implication de différents éléments et avec une affectation multisystémique, il n'y a pas vraiment de sens, ça fait pas, ça n'a qu'un sens de continuer de penser les corps, il est pensé séparé de la nature. Donc, y revenir en pensée complexe, c'est quelque chose qui est vraiment, euh, ça fait vraiment beaucoup de sens et ça permet vraiment d'ouvrir la vision du travail euh, et de compréhension de la réalité. Donc, un des principales personne qui a travaillé beaucoup à ce sujet, c'est Edgar Morin, un penseur sociologue français. Elle mentionne que la complexité, c'est un tissu des éléments hétérogènes, donc indissociables, associés et présents dans la relation paradoxale. OK? Donc, une vision multifactorielle, en même temps multisensorielle. Donc, lui-même, il exprime un pensée qui assume en même temps des principes antagonistes, concurrents et complémentaires. Donc, quand on pense à la vision ou les pensées complexes de la réalité de la vie, c'est vraiment des choses qui, des fois, pourraient être complémentaires, mais à la fois, et en même temps, vraiment concurrents, antagonistes. Et c'est ça la difficulté vraiment d'arriver à gérer cette idée. OK? Mais par la suite, on va essayer d'atterrir à des choses concrètes, à des actions concrètes éventuellement pour, à partir de ce changement de vision, comprenez pourquoi la nature peut être s'exposer à la nature pour avoir vraiment un impact important dans notre santé. Donc, en mon temps, ça signifie vraiment d'avoir une relation complexe, complémentaire, concurrent, et que tout ça nous amène à être vivant, vraiment, à être vivant. Et être vivant signifie beaucoup de choses. C'est quoi être vivant? C'est quoi cette- c'est quoi la compréhension qu'on a vraiment aujourd'hui de l'être humain? de, et on a une compréhension que des fois c'est très limité, étant donné cette vision séparée du monde. Donc, quand on commence à voir que vraiment,
être humain, c'est à la fois, on est très vivant et c'est à la fois, on est très écologique. Donc, ça nous amène vraiment à revenir à une vision holistique, écosystémique de la vie, mais aussi de la santé. Donc, l'être humain, finalement, on le comprend de la vision de la complexité, c'est une éco-construction. Donc, à l'origine, qui a une origine environnementale. Donc, l'être humain émerge de son environnement à travers une succession de conditions et de transformations. Et il y a une multiplicité de facteurs, de nombreux facteurs et des processus ont contribué à la constitution d'un système complexe comme l'être humain. OK? Et il y a tout un processus d'auto-organisation du système. Donc, c'est à la fois, c'est un système complexe dans lequel il y a une auto-organisation pour se maintenir vivant et s'adapter précisément à tout l'ensemble des conditions qui nous entourent. Donc, c'est un système qui n'est pas fixe, c'est toujours dynamique et toujours dans le processus d'auto-organisation, si on pense euh, d'adaptation constante. Je crois que ce concept, ça pourrait être plus logique, en même temps plus compréhensible. Donc, d'adaptation constante. Donc, c'est un système qui change tout le temps. Et en même temps, on parle d'un système qui implique une collaboration et résilience. Donc, toutes les différentes unités interconnectées coopèrent pour nous maintenir le système malgré les perturbations internes et externes. Autrement dit, toutes les cellules, les organes qui sont dans notre intérieur, dans le développement de notre vie, on a une spécificité. Donc, le cœur sert pour une chose, les foies servent pour l'autre, le système gastro-intestinal, il est tellement dédié à notre chose, mais tous les fonctionnements ensemble, ils sont là, interconnectés, ils coopèrent pour s'adapter rapidement à les différentes perturbations internes. Donc, les perturbations internes peuvent être liées, par exemple, à la fois à la réaction à des virus ou des bactéries ou même des maladies aujourd'hui comme auto-immunes ou même la fibromyalgie, mais en même temps à des perturbations externes. Donc, toutes les interactions qu'on a précisément pour quand on prend des virus ou des éléments qui sont à l'extérieur, même les toxines, éventuellement des expositions à certaines choses qui nous affectent à l'intérieur. Donc, dans cette vision de complexité, les gens finalement, ont les mêmes qualités et qui font de la nature une réalité complexe. Donc, c'est sûr qu'on on avance à la vision de la complexité. C'est difficile de voir la nature qui est dehors comme quelque chose de différent. Parce que c'est finalement la nature dehors, c'est la même nature qu'on a dans l'intérieur. Les bactéries, les virus, etc., etc. Donc, mais c'est que la configuration de nos systèmes nous permet d'avoir une représentation différente dans le monde. Et si on comprend, par exemple, si on revient à les mots d'écologie, l'écologie, à propos de l'éco-construction, en fait, et l'écologie, se compose de deux mots différents, vient du grec, oikos, qui signifie maison, et logos, étude. Donc, finalement, écologie, c'est l'étude de la maison. Si on comprend que toujours, beaucoup de fois dans la relation d'aide ou même dans le groupe partage, ou dans mes interactions avec les membres de l'association, j'ai toujours aimé l'idée de, OK, nous travailler de manière intérieure, travailler nos pensées, nos différentes situations psycho-émotionnelles liées à la fibromyalgie ou à différentes conditions que les gens, que les membres de l'association ont. C'est sûr que penser dans le travail à l'intérieur, c'est nous travailler chez nous. Donc, c'est travailler notre maison. Et quand on pense que la écologie, ça signifie aussi l'étude de la maison, travailler nous intérieur, ça nous amène à travailler l'extérieur aussi. Donc, vraiment, la connexion est là. Et bon, il était là du début, hein.
Donc, et toutes ces idées, vraiment, la complexité, la vision écologie ou écosystémique de la vie, nous amène vraiment à une idée de renforcer les sentiments d'appartenance à la Terre. Nous sommes dans la vision de la complexité aussi, qui est toujours beaucoup parlé par Edgar Morin. Elle nous amène la conception d'une vision planétaire, donc l'appartenance à la Terre. Nous sommes en espèce planétaire, mais pas n'importe quelle planétaire, mais pas seulement n'importe quelle planète, c'est de la planète Terre. Donc, à la fois très connecté avec la nature, la Terre, mais aussi oui, à l'océan, à la mer. Donc, amener cette vision planétaire, ça nous aide à la fois pour avoir une meilleure compréhension de prendre soin de notre maison, que c'est la Terre, la nature, mais notre maison intérieure aussi, donc notre santé, notre corps, notre pensée, notre physique. Euh, pour précisément sortir de cette division cartésienne du monde. Donc, tous ces éléments philosophiques nous amènent à mieux comprendre pourquoi la nature a une influence assez importante, on pourrait avoir une influence assez importante dans notre santé. C'est important pour moi s'amener, de commencer cette voyage, je le vois comme un voyage d'incorporation de différents éléments, peut-être probablement quelques éléments que vous avez déjà lus quelque part, vous connaissez, mais de les intégrer de manière coordonnée, de manière coopérative pour une meilleure compréhension de pourquoi je suis intéressé à la nature comme élément thérapeutique et pourquoi c'est vraiment logique de les travailler comme ça. Donc, à partir de tous ces éléments, on arrive à une vision qui s'appelle l'écologie profonde, qui était amenée par Arne Nael. Lui, c'est un philosophe norvégien qui a inventé cette expression dans les années 1913, 73, pardon. Donc, c'était vraiment, elle a amené cette expression pour combattre les mouvements écologiques superficiels. OK? C'est pour ça qu'elle a amené, elle a amené comme, on l'a créé comme l'écologie profonde. Pour lui, l'écologie, jusqu'à ce moment, était toujours dans la superficie de la problématique de l'environnement, surtout, mais aussi à la fois de la santé environnementale, mais physique. Donc, beaucoup lié à l'économie et très éloigné de l'humain. Donc, le mouvement écologique traditionnel, superficiel, était vraiment, si on voulait voir aujourd'hui à propos de toutes les choses qu'on passe liées à les réchauffement climatique, malheureusement, le discours principal, c'est toujours lié à l'économie. Donc, on parle probablement avec toute l'influence de l'écologie superficielle et à différence de l'écologie profonde qui propose vraiment en reconnexion, en vision, en changement de position de l'homme vers la nature, sortir de l'homme, de les centres, sortir de les sortir de les centres pour amener à les centres à les planètes, à les planètes Terre, en fait. Donc, à partir de là, beaucoup de différents auteurs, chercheurs ont commencé à travailler plus en profondeur, précisément en s'inspirant à l'écologie profonde, entre autres Richard Lowe, qui, lui, à partir de différents, bon, c'est du principal livre, une qui parle précisément de les déficits de la nature, mais aussi le tout dernier, La nature comme principe. Elle nous amène à l'urgence de se connecter à la nature parce qu'à partir de ça, on devrait, on va arriver à l'effacement de nos expériences traditionnelles, ce qui implique les risques pour la santé physique et mentale. Donc, elle nous mentionne on a oublié, nous éloigner de la nature, on a oublié beaucoup de choses liées à notre maison à des choses qui nous appartiennent, mais en même temps, des choses qui nous ramènent à nos racines. Donc, c'est pour ça qu'il est fait mention à les expériences traditionnelles. Et dans tous ces tout derniers livres, lesquels que avoir, les natures comme principe,
Et la même différence, expérience personnelle, mais aussi de l'évidence scientifique qui démontre, par exemple, à partir de la neuroscience, de la psychologie ambientale, les bienfaits de se reconnecter à la nature. Elle mentionne aussi des différentes études liées à la microbiologie, la santé physique. Donc, et comment, par exemple, non pas seulement l'exposition à la nature, mais en tant qu'effet psychologique, mais aussi il y a différents micro-organismes qui sont dans les forêts ou dans les gazons qui de plus en plus on commence à trouver il y a des effets dans la santé à partir éventuellement frotter les gazons, donc des éléments qui on l'inspire. Donc vraiment des choses de microbiologie, n'est-ce- dans beaucoup de microbiotes. La microbiote, c'est à niveau gastro-intestinal, dans l'interaction avec la nature aussi, on prend des microbes, des bactéries qui éventuellement pourraient nous aider à améliorer la microbiote. Bon, plein de choses. Mais aussi, il parle beaucoup sur les designs biophiliques qui nous permet d'avoir une vision, pas seulement la vision de la nature comme quelque chose dehors, parce que ouais, je peux sortir tout le temps, je ne peux pas être exposé tout le temps pour différentes raisons. Si on pense à la fibromyalgie, il y a des journées qui sont moins pire, mais il y a certaines journées que vraiment on doit rester à la maison pour nous reposer. Donc, comment j'ai pu recevoir les bénéfices de m'exposer à la nature, d'être en présence de quelque chose de naturel. Donc, il y a tout il y a tout un travail de recherche qui est fait précisément pour aménager des espaces intérieurs euh, pour les faire paraître très semblants à les choses, à les espaces naturels. Et il y a des études qui démontrent ces bénéfices aussi. Il y a un autre élément qu'il apporte dans son livre, qui c'est lié précisément à son ancien livre, il a créé le concept de déficit de nature. Donc, que les enfants, surtout les enfants aujourd'hui, ont syndrome de déficit de nature. Et ça, les amène en série de difficultés physiques, émotionnelles, comme hyperactivité, l'anxiété, etc. Ils ont trouvé qu'il y a certaines évidences pourraient démontrer cette conception. Donc, je vais parler par la suite plus de détails en relation à ça. Un autre élément qui pour moi c'est très important étant donné mon background, mes études, c'est précisément qu'à partir de tous ces éléments, la philosophie de la complexité, en plus de l'écologie profonde, la vision de la santé complexe ou l'éco-santé, on arrive à la éco-psychologie et la éco-psychothérapie. Deux éléments qui ont vraiment été nourris de tous les autres éléments que je viens de montrer, de conception. Donc, et bien sûr, ils sont connectés. Et donc, en s'influençant dans l'écologie profonde, on commençait dans les années 90 à penser dans comment la psychologie pourrait avoir un impact vraiment pour les changements nécessaires à propos de toutes les situations ambientales et réchauffement, changement climatique en cours. Donc, on pensait Mhm. on commençait à créer, à penser en vision de la psychologie différente, précisément pour amener les gens à se reconnecter avec la nature. Et à partir de là, les concepts d'éco-psychologie a su naître. Il commence à explorer les différents liens profonds et réciproques entre la psyché humaine et la nature. Donc, comment à la fois la séparation de l'environnement naturel contribue à la souffrance psychique, mais comment retravailler cette liaison pourrait avoir un impact dans les directions intérieures. Donc, à partir de différents, bon, avancer beaucoup la recherche, mais aussi la réflexion depuis les années 2000, de plus en plus de thérapeutes, de psychothérapeutes ont commencé à travailler, penser dans la éco-psychothérapie. Donc, on commencé à mettre en œuvre différentes pratiques de soins psychologiques et milieu naturel en utilisant les contacts avec la nature pour encourager l'autonomie, la résilience, le bien-être personnel. Donc, j'irai vous parler précisément de quelques-unes pour précisément donner tous les contextes de comment
à partir des différents mouvements physiolo- euh, ben, psychologiques, etc., on arrivait à avoir un meilleur travail en connexion avec la nature. Qu'est-ce que nous dit aujourd'hui la science? Parce que jusqu'à maintenant, j'ai parlé plutôt des bases théoriques physiologiques. Physiologiques. Ah, bon, je me suis mêlé. Mais surtout des bases théoriques, donc, et des réflexions théoriques. Donc, à partir de toutes ces réflexions des différents auteurs, qu'est-ce que nous dit aujourd'hui la science? Alors, et récemment, la science de plus en plus s'est intéressée précisément à ce sujet. Donc, et un des sujets, des éléments plus importants qui ont commencé à ressortir, c'est précisément deux hypothèses liées à la biophilie. OK. Je vais rapidement vous expliquer. Donc, sont théories qui ont permis de mieux comprendre les mécanismes dans lesquels passer du temps dans la nature peut affecter la santé humaine. Donc, on fait des différentes études à ce sujet-là. Aujourd'hui, il y a deux grandes tendances de conception théorique. Une qui s'appelle la théorie de la restauration de l'attention, ARTI, ARTI dans ses sigles en anglais, et théorie de la réduction de l'estress. Donc, il y a deux grands courants théoriques qui supportent l'hypothèse de biophilie. Donc, biophilie, c'est lié à la reconnexion avec la nature. Oh, oui. Alors, à partir de ces deux grands courants de tendances de théorie, et à partir d'une étude menée en 2021 en révision des littératures de méta-analysis, donc en révision qui a fait la recherche de plusieurs bases de données scientifiques pour aller chercher précisément dans ce courant théorique, qu'est-ce qui- c'est quoi l'évidence aujourd'hui et quel type d'évidence il y a qui démontre précisément qu'il y a des effets positifs dans la santé humaine et très exposé ou avoir une interaction avec la nature. Donc, cette étude il a démontré que, par exemple, dans les côtés de l'estress, il y a plus de 40 études expérimentales qui montraient que l'exposition à la nature réduit des effets négatifs du stress. À la fois, il y a des améliorations de la fréquence cardiaque, la tension artérielle et le stress perçu après le contact avec l'environnement naturel. Il y a aussi des diminutions du cortisol, donc l'hormone du stress, qu'on parle souvent dans les contextes de la fibromyalgie, qu'elle est dérégulée, qu'elle est en fort impact dans les douleurs, donc précisément que la surcharge de l'estress, donc le cortisol dans le corps, c'est un des principaux facteurs déclencheurs, mais aussi de affectation de la fibromyalgie et de l'impact de la fibromyalgie, donc il y a avoir une diminution de cortisol mesurée parmi les gens qui ont été exposés, ont fait des activités au milieu naturel. C'est vraiment une belle nouvelle. Donc, certaines recherches n'ont pas observé, par contre, des différences significatives dans les niveaux de cortisol dans certains moments. Donc, il y a à la fois des évidences qui démontrent sa efficacité, mais ça dépend aussi des types d'études. Et c'était toujours des études liées à des adultes, mais de plus en plus, on commence à voir des études qui sont menées parmi les plus jeunes. À propos de l'état affectif, euh, donc les émotions, l'exposition à la nature améliore l'état émotionnel, l'augmentation des émotions positives, la diminution des émotions négatives, comme l'anxiété, la tristesse, l'irritabilité. Chez les adultes, les promenades dans la nature offrent moins d'anxiété, moins de rumination et de meilleures performances cognitives que les promenades en milieu urbain. La pratique du bain des forêts, s'appelle originalement en japonais Shinrin-yoku, est associée à une réduction de la hostilité, de la dépression et de l'anxiété. Les effets psychologiques positifs sont constatés aussi dans les milieux forestiers et par contre, il y a un manque d'études
que, encore une fois, pourtant les enfants et les adolescents, donc il y a une certaine limitation toujours à cet effet. À propos de l'humeur et la dépression, aussi, il y a l'exposition associée à la diminution de l'anxiété et les interventions de santé basées sur la nature, et c'est un type d'intervention qui est de plus en plus aussi a été développé pour à la fois cibler la recherche, démontrer les bienfaits, on démontré précisément qu'il y a une amélioration du bien-être mental, parler de ces activités à plein air. Par exemple, une étude menée à Rejoigny a montré que les contacts avec la nature offrent une sensation d'évasion, de la relaxation, donc plein de bénéfices qui sont à la fois systématiques, pardon, qui affectent tous les systèmes, mais Systémique. aussi euh, à la fois aussi dans certains, ciblés directement sur certaines affectations plus spécifiques comme l'anxiété ou la dépression, entre autres. À propos des fonctions cognitives et d'activité cérébrale, on voit qu'il y a une numérouse étude qui démontre précisément expérimentale, donc qui ont été créées pour démontrer sa efficacité, qui démontre que les fonctions cognitives comme l'attention, la mémoire, le travail, etc., en amélioration. Qu'est-ce qui est important avec ça, c'est que c'est pas des études seulement observationnelles, donc des gens qui déjà pratiquent l'activité, ils ont fait normalement des questionnaires avant et après d'être exposés ou de faire une certaine quantité d'activités. Donc, d'un côté, oui, ce type d'évidence, il a un certain poids à un niveau scientifique, mais ils ne sont pas les meilleures études. Par contre, les études expérimentales qui démontrent qui sont normalement créées pour avoir un groupe qui réalise l'activité ou qui on donne les médicaments ou qui, dans ces cas, est exposé à la nature dans certaines conditions en comparaison à un groupe contrôle qui on ne fait pas l'activité ou on ne s'expose pas à l'activité ou à la nature. C'est un type d'évidence de plus qualité. Donc, c'est plus possible éventuellement d'extrapoler cet résultat à des autres et donc il y a plus de poids dans l'évidence. Donc, les effets positifs dans les fonctions cognitives, ils sont là. Même dans les courtes périodes d'exposition, il y a aussi des bénéfices cognitifs et psychologiques qui ont été démontrés à partir des environnements biophiliques intérieurs comme lesquels qu'on voit dans les photos. Donc, qu'est-ce que c'est intéressant avec ça? C'est que la simulation des espaces naturels à l'intérieur ont des bénéfices aussi importants. Donc, c'est pas seulement l'idée de sortir tout le temps, de s'aventurer, parce qu'on comprend bien qu'avec la fibromyalgie, chaque jour, c'est un jour différent. C'est vraiment de comprendre que le seul fait d'avoir une interaction avec la nature, donc les plantes, l'agriculture, les jardins potagers à l'intérieur. Donc, tout ça ont des bénéfices importants qui ont été mesurés de différentes façons. À propos de ça, bon, continuons aussi décortiquant quels sont les bénéfices pour catégorie, on pourrait dire. À niveau de la fonction immunitaire, bon, les vents de forêt, encore une fois, en augmentation de l'activité des cellules tueuses naturelles, ils sont lesquelles qui aident à tuer précisément les cellules de cancer, par exemple les virus, entre autres choses. Donc, il y a une augmentation de ce type de cellules, de cellules. Après, qui est même une exposition qui dure à long terme. Il y a aussi des différentes substances, comme je venais de mentionner, comme les pisticides, qui sont libérés par les arbres, qui pourraient renforcer le système immunitaire. Donc, c'est pas seulement en perception que la nature nous aide, et que tout le monde probablement en ressenti, bon, quand je me promène, je me sens meilleur, je le bien. Donc, il y a des sensations subjectives, mais aussi il y a vraiment un impact physiologique, immunitaire, entre autres choses. Donc, et on commence à comprendre pourquoi, quels sont les mécanismes vraiment qui sont à la base de ça.
encore une fois, la maladie et des maladies cardiovasculaires, bon, l'exposition à la nature contribue à réduire les facteurs de risque cardiovasculaire, la réduction de la pression artérielle systolique et et diastolique, donc des effets bénéfiques ont été observés, une diminution de l'incidence et de la mortalité cardiovasculaire, donc les gens pouvaient vivre plus de temps, on était plus exposés à la nature, à les espaces verts. Et c'est sûr qu'il vient ajouter à l'activité physique per se qui s'implique marcher ou aller à l'intérieur des espaces verts ou à côté d'une rivière. Ça nous amène toujours à faire de l'activité physique. Si on pense dans les jardins, même chose. Il y a toujours un travail à faire dans les jardins, à la maison, dans les potagers. Donc, il y a de l'activité physique associée qui ajoute les bénéfices. Bon, c'est quelque chose que j'ai pas ajouté ici, mais parce que c'était sinon beaucoup d'informations. Mais j'ai vraiment je me ciblé sur certaines choses que j'ai trouvé plus pertinentes et plus différentes. Parce que c'est sûr que l'activité physique, c'est quelque chose que probablement tout le monde connaît. Mais les choses plus spécifiques, c'est l'information que je vous apporte aujourd'hui. Donc, à la fois, l'activité physique, bien sûr, ça nous a amélioré le sucre, les niveaux de sucre dans le sang, donc à stabiliser les maladies comme le diabète, entre autres choses. Donc, des maladies chroniques assez présentes aussi comme l'hypertension. À niveau des cancers, il y a beaucoup d'informations super intéressantes. Vraiment, pas seulement pour prévenir les cancers, mais pour les combattre. Donc, les chercheurs ont commencé à trouver il y a des liaisons dans l'amélioration, si bien limitées, qui ont une certaine amélioration dans les cancers liés à l'exposition des espaces verts. On a plus grande exposition à l'intérieur des espaces résidentiels, encore une fois, pas seulement dehors, et associé à un risque plus faible de développement de cancer de prostate, par exemple, ou de la mortalité par cancer du sein. Des autres études montrent un effet protecteur contre les cancers de la bouche, de la gorge, de la peau, etc. Et les résultats suggèrent aussi que certains types de cancers pourraient être influencés par l'environnement naturel immédiat, mais les preuves ils restent un peu insuffisantes. Mais qu'est-ce que c'est intéressant vraiment que ça s'ajoute à l'effet des boosts immunitaires. Donc, si notre système immunitaire est en meilleure condition, si notre niveau de stress s'améliore, c'est sûr que notre corps est mieux préparé pour combattre ou pour éliminer des cancers qui sont là dans notre corps. Donc, c'est toute la vision ensemble que c'est important de les maintenir. Une chose que c'est très important pour quelqu'un qui souffre de la fibromyalgie, c'est sûr que le sommeil, le manque de sommeil, ça vous affecte. Donc, les espaces verts, s'exposer à les espaces verts, les espaces naturels pour améliorer la durée et la qualité du sommeil, donc il l'améliorant. Réduisant les bruits ambientaux, les adultes vivant dans les zones euh, très, très verts présentent un risque moindre de sommeil court, donc un sommeil plus allongé éventuellement. Et les aménités naturelles comme les parcs, les lacs, les forêts sont associées à une réduction des manques de sommeil, surtout chez les hommes et les personnes âgées. Donc, c'est important de comprendre qu'à chaque élément que je vous apporte, divisé par thématique, sommeil, cancer, ils sont associés la plupart, ils sont associés à des études différentes qui ont été trouvées précisément dans cette grosse étude d'analyse de littérature. Donc, vous voyez que c'est beaucoup d'études différentes, de différents sorts menés dans différentes parties du monde qui nous démontrent que l'interaction avec la nature il nous apporte beaucoup de bénéfices. Maintenant, bon, je crois que j'ai trop vite, en fait, j'ai avancé rapidement, assez rapidement, je vais prendre plus de pauses. Voie d'action possible. Donc, on a compris qu'il y a tout un vaste théorique, philosophique, pendant les dernières 30, 40, 50 années, on développé des idées de mieux comprendre la réalité
Donc, la vision écologique. Et après, la vision écologique, ça amplifié en une vision écologique plus profonde. Donc, il est parti de là avec une vision différente de la réalité de la nature ou de l'environnement qui est dehors, mais aussi à l'intérieur de nous, on développe, on commence à voir qu'il y a des intérêts pour faire la recherche à y mieux comprendre pourquoi il y a cette, différents types d'affectation de la nature ou de l'exposition de la nature dans notre corps, dans notre santé. Et à partir de là, on a écouté quelques éléments que j'ai trouvé les plus importants pour aller plus en profondeur OK, à partir de cette connaissance, de cette information, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que c'est suffisant marché? Est-ce que, bon, on a vu que marché, le seul fait de s'exposer, il y a déjà des bénéfices. Pour des autres bénéfices, éventuellement, aller plus en profondeur pour être intéressant. Donc, j'ai, j'ai, j'ai repris quelques éléments donc, un des éléments que je trouvais super intéressant de remarquer et de revenir et entrer plus en profondeur, précisément, c'est lié à la théorie de la restauration de l'attention. Et l'attention et tous les aspects cognitifs associés à l'attention, c'est quelque chose qui, dans la fibromyalgie, on le voit souvent affecté pour différentes raisons. Les surcharges dans les systèmes au complet, ça permet vraiment de créer des effets de brouillard mental qui affectent l'attention, la capacité cognitive de mémoire à court terme, d'oubli des mots, etc., etc. Donc, cette théorie de restauration de l'attention, c'est pas quelque chose qui a resté dans la théorie, mais sinon qui, depuis de quelques années, a commencé à avancer précisément dans le travail pratique. Donc, on montrait quatre euh, conditions nécessaires avancer pour avancer précisément dans le développement de la restauration. D'abord, avoir un esprit plus clair, ambition de concentration. De l'esprit, c'est l'hiver des pensées résiduelles et des distractions. Donc, on disposition différente. On commence à voir qu'avec ce type d'intervention, ce type de vision, par exemple, c'est pas seulement d'aller se promener, et d'avoir, c'est important et ça permet d'avoir des bénéfices, mais quand on commence à penser dans un travail d'intervention en nature intentionnée, c'est différent. Donc, les bénéfices, ils seront plus importants. Dans ces quatre conditions, d'abord avoir un esprit libéré des pensées résiduales. Après, penser la récupération on va voir une récupération de la fatigue mentale, donc l'attention dirigée, c'est là que demande plus d'efforts, c'est commence à régénérer. Après ça, on commence à voir que la fascination doux, je pense que c'est la meilleure traduction, mais ça s'appelle soft fascination, c'est une attention légère et spontanée, comme en observant les nuages ou les bruits. Donc, c'est vraiment en attention flou, on pourrait dire. Si on pense dans les mindfulness ou précisément, j'ai oublié les mots en français. Je pense dans les mindfulness, par exemple, c'est ceux qui ont toujours dans le travail de relaxation, de méditation, on vous encourage à faire l'observation des pensées, donc et à rester dans un état d'observateur, observatrice. C'est un peu la même chose, mais dans l'entourage de la nature. Donc, c'est arrivé à un état semblable. Et bien sûr, après la réflexion et la restauration profonde, donc dans un environnement favorable, la personne peut se détendre, réfléchir et se recharger. Donc, les quatre étapes qui sont liées à la restauration de l'attention. Bon, les composants d'un environnement, ok, ça c'est les quatre étapes. Alors, comment on pourrait commencer? Comment on pourrait vraiment, ok, j'aimerais vraiment penser à travailler à ce sujet. Comment je commence? Bon, on doit trouver d'abord les composants d'un environnement restaurateur. C'est quoi ça? Bon, encore une fois, les quatre éléments. Les premiers, ben, ça doit être un espace idéalement éloigné.
on a la chance de vivre ici à Sherbrooke, qu'on a beaucoup de nature et assis en bonnes conditions, de nature pristine, on dirait, qu'ils sont vraiment pas beaucoup intervenus. Donc, on ne doit pas vraiment aller trop loin pour éventuellement éviter les bruits des voitures, etc. Donc, dans ces côtés-là, on est super chanceux. Mais idéalement, de se distancier psychologiquement et symboliquement des obligations quotidiennes aussi. C'est pas seulement l'espace physique comme tel, mais c'est vraiment de penser à laisser tout de côté. Donc, c'est pas aller se promener avec le cellulaire dans la poche. C'est vraiment autre chose aussi par exemple, bon, les cellulaires à côté. C'est vraiment se préparer, se mettre à disposition pour avoir une immersion. Donc, aussi la fascination, donc elle est vraiment capte l'attention sans effort conscient. C'est sûr que quand c'est un espace aménagé, si on pense dans un parc qui a été retransformé, des fois peut-être c'est pas si attirant. Mais si on comprend que l'espace ou les moments, si par exemple on pense dans le temps, c'est un bon moment pour aller dehors parce que la possibilité de fascination avec les changements des couleurs, les différentes couleurs des arbres, c'est différent à les printemps éventuellement. Donc, ça, c'est un autre facteur important à considérer pour faire cette activité étendue. Le lieu doit offrir en cohérence et une sensation d'immersion dans le monde complet. Si on est- si cette, euh, cette condition, je le trouve, je le vois super bien, par exemple, dans l'image à côté. Donc, les sensations d'immersion doivent être très présentes. Donc, c'est sûr que c'est différent à seulement marcher dans les sentiers. C'est vraiment de penser et considérer dans un endroit dans lequel on pourrait en sécurité toujours, soit physique, mais aussi éventuellement on pense à l'éthique, à les animaux. Et en sécurité, pour pourrait nous vraiment aller plus à l'intérieur de la forêt, ça va être, ça va nous donner les meilleures conditions. Y en même temps, la compatibilité, donc la carte permet d'agir en harmonie avec ses besoins et ses intérêts personnels. Bien sûr, s'éloigner trop loin et avoir la possibilité de se perdre, c'est pas la meilleure idée. Donc, si bien on encourage de se déconnecter des appareils, bien sûr, en même temps, aller trop loin et s'accidenter et avoir pas la chance d'appeler quelqu'un, c'est pas les bonnes idées non plus. Donc, la compatibilité entre les besoins et les intérêts personnels, c'est important aussi. Donc, ça, c'est à grosso modo, vraiment très résumé, la façon qu'on pourrait penser à travailler la restauration de l'attention. L'autre élément que j'ai trouvé super intéressant de revenir et aller plus en profondeur, c'est les bains de forêt. Beaucoup d'études qui viennent de montrer les résultats en mentionne ou ont été menées dans le contexte des bains de forêt. Donc, les bains de forêt, c'est quelque chose qui a été créé dans le Japon, a commencé vraiment dans les fins des années 80. Il en était créé pour des gens qui ont pensé que, OK, le Japon avancé trop vite dans la fascination de la technologie. Encore aujourd'hui, c'est une des références technologiques du Japon. Donc, mais en même temps, il y a toute une tradition liée précisément à les pensées orientales, si on pense dans le bouddhisme, et même si on pense dans les mindfulness, encore une fois, j'ai oublié les mots en français, si on pense dans les... Oh, j'ai perdu les mots. Bon, si on pense dans les mindfulness, c'est toutes des choses qui ont ici dans l'Occident Je et qui pense que ont... mindfulness, excuse-moi, c'est en français, c'est méditation consciente, c'est pas ça? Euh, oui, ça peut être une méditation consciente. Ah, quelque part, on OK, toujours les... désolée, c'est beau. Comment? Désolée d'avoir dérangé, là, je pensais que c'était ça. Non, c'est correct. Ben, pleine conscience. Pleine conscience. Ah, c'est Voilà. ça. Ouais, OK, pleine conscience. Merci. Bon, en OK. fait, la pleine conscience. Alors, tous ces éléments viennent du Japon.
Donc, la pleine conscience, elle était extraite, elle était vraiment inspirée à partir des scènes bouddhisme. Donc, encore une fois, du Japon. Et qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a plein de recherches, il y a une incorporation pleine dans le travail d'intervention partout, mais aussi dans la psychologie, dans les traitements, la psychothérapie cognitivo-conductuelle de troisième ordre ou de troisième vague, qui s'appelait. Donc l'incorporation de la pleine conscience en tant qu'élément structuré, c'est vraiment déjà à pleine force. Donc, parce qu'il y a beaucoup d'évidences scientifiques qui démontrent ses bénéfices. Alors, on prit la pleine conscience et on l'incorporait dans les espaces verts les plus naturels possibles. Et donc, on appelait les bains de forêt. Donc, on parle bon, les bénéfices sont déjà, ont été mentionnés, mais je vous reviens avec ça parce que c'est super important. Les détentes de son de stress du cerveau. Donc, il y a vraiment des images, on fait des recherches qui démontrent à partir des images comment le cerveau stressé se détend. Donc, la libération des hormones positives, la réduction de la tristesse, la prévention de stress et l'épuisement professionnel, à lutter contre la dépression, l'anxiété, etc. Des choses qui ont été déjà mentionnées, parce que c'est important de renforcer comment spécifiquement les vins de forêt ont une action positive dans chacun de ces éléments. Alors, plus en détail, comment débuter la pratique précisément dans les vins de forêt? Il y a des études qui montrent qu'il n'est pas nécessairement en différence, et on pourrait vous poser la question, mais est-ce que il y a une différence si je fais ça toute seule ou accompagnée, ou je le fais auto-guidé, ou je fais partie d'un gang qui est guidé par quelqu'un, par exemple, pour un intervenant. Bon, dans les bénéfices, globalement, il n'y a pas vraiment assez beaucoup de différences. C'est sûr qu'il y a tout en partie plutôt dans les côtés psychologie, dans les cadres d'un travail en groupe, c'est plus manifesté, c'est plus important. Parce qu'on a la chance de faire un processus d'intégration, que c'est la phase 4. Donc, le processus d'intégration, c'est plus riche quand nous sommes dans un gang, dans un groupe, parce qu'il a il a un espace d'interaction qui nous permet vraiment de, OK, transmettre notre émotions, notre situation, tout ce qui nous a amené l'expérience, il les permet, il les transmettre à les autres, et donc d'incorporer les expériences de les autres aussi. Donc, c'est sûr qu'à partir de ça, c'est plus enrichissant. En même temps, si jamais vous avez eu l'expérience des traits vraiment plus en nature, ou jamais dans votre vie on a été fait des hiking et vraiment plus que marcher dans les parcs. Donc, c'est ce qui est très accompagné ou guidé, ça peut être très important. Mais en même temps, si je pense dans les gens qui ont entend de la fibromyalgie, il y a beaucoup d'émotions toujours qui se viennent avec l'état de santé, des douleurs chroniques, l'insomnie, etc. Donc, je crois qu'il est très accompagné, donc guidé, ou faire un travail conscience, à conscience, vraiment une intervention en forêt, c'est plus logique d'abord, éventuellement. Alors, il y a quatre pas ou quatre phases. Choisir un lieu naturel, calme, boisé, etc. pour être seul, petit groupe, déconnecté de toute technologie. Ça ressemble encore une fois beaucoup à l'autre technique. Et marcher lentement, sans but précis, ça c'est déjà différent. En pleine conscience, en réveillant tous ses sens. Donc, il a un travail ciblé à la réactivation de tous les sens. Donc, on parle de toucher, de l'écoute, de la vision, de l'odeur et même des goûts. Donc, c'est vraiment en interaction avec tous les éléments possibles d'incorporation d'informations que notre corps nous donne. Donc, d'abord, tous les sens.
Donc, l'observation des couleurs, l'écoute des chants des oiseaux, les sensations dans les touches du vent, des feuilles, éventuellement toucher la mousse, respirer. Je recommande beaucoup de les faire à pieds nus, par exemple, comme l'image. Et donc, probablement, ce type d'interaction, c'est plus impactant, et surtout si nous sommes dans un état dans lequel nos émotions nous sont super équilibrées pour différentes raisons, entre autres la fibromyalgie, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, je crois que dans des petits groupes guidés, ça peut être plus pertinent. Arrêtez-vous pour ressentir la calme intérieure. Donc, s'asseoir, s'allonger, faire des petits exercices dans l'espace, laissez vous penser s'apaiser. Donc, vraiment, on pense encore une fois à la pleine conscience des activités de respiration, mais dans la nature. Te laisser embrasser pour la nature. Et bien sûr, la phase d'intégration que je viens de mentionner, donc qui s'implique éventuellement ressentir tous les effets corporels et émotionnels de réaliser l'activité et éventuellement de les partager avec les autres. Et ce type d'activité, c'est pas seulement réalisé une fois, éventuellement il y a des ateliers qui sont comme en fait, des retraites, comme 2, 3 jours, donc vraiment des immersions. Tout ça, c'est sûr qu'il faut toujours prendre conscience euh, de vos besoins personnels. Donc, la stratégie que je viens de vous présenter, très résumé, mais surtout basée dans toute l'évidence scientifique et base philosophique que je viens de vous partager aujourd'hui. Et c'est beaucoup des éléments qu'éventuellement vous pouvez utiliser, incorporer doucement, aller faire de la lecture, etc. Et éventuellement d'incorporer les stratégies si vous croyez que ça fait du sens, si vous croyez que c'est quelque chose qui irait vous apporter des choses. Parce que n'importe quelle stratégie pour faire une meilleure gestion de la fibromyalgie et des autres maladies éventuellement qui vous accompagnent, vous, vous implémentez la mesure et les versions personnelles doivent être toujours en collaboration. Encore une fois, la complexité. Aller chercher toutes les choses et faire toutes les choses en même temps et me surcharger d'activités à chaque jour, faire quelque chose de différent pour gérer de ma situation, mais faire sortir de moi les douleurs, c'est pas la meilleure stratégie. Je toujours les mentionne. Il faut vraiment penser au contraire parce que l'effet même de se surcharger des stratégies, de gestion, de prendre soin de moi, de lecture, hein, c'est soi-même stressant. Donc, l'effet qu'on va avoir probablement même pourrait être très contradictoire ou paradoxal. De la même façon, si on se surcharge des médicaments, les médicaments qui ont, bon, pour les gens qui étaient dans la migraine, les médicaments pour les douleurs de tête, si je les prends souvent, tout le temps, à un moment donné, ça va même pas à qu'un effet, mais en même temps, pas seulement à qu'un effet, mais l'effet contraire. C'est pour ça on parle d'un effet contradictoire. Ça peut être la même chose vraiment. Donc, vraiment, faites prendre conscience de votre besoin, d'utiliser les stratégies à fur et à mesure. Dans les moments que vous êtes prêt pour aller, ça peut être impactant, ça peut être très fort. Et faites preuve de bienveillance envers soi. Et comprenez que toutes nos expériences sont des constructions actives et qui finalement émergent de notre intérieur. Quelques références que j'avais citées, grosso modo, vous pourrez aller les voir tellement, tranquillement après dans l'enregistrement, mais basiquement, les premières, c'est la recherche des révisions d'évidence scientifique. La deuxième, c'est lié précisément à la vision globale d'écologie profonde, éco-psychologie, des différents éléments. Le troisième, plus spécifiquement à les livres de nature, les principes
les principes de la nature, OK? Et bon, le tout dernier, plus des éléments pour de la complexité. Merci et c'est tout pour aujourd'hui.